Bon, dans le cadre de la mise à niveau de tous les cours, j'ai l'honneur de vous présenter des cours sous forme de vidéo. On a eu déjà l'occasion de vous envoyer des cours en PDF. Maintenant, j'ai fait, bien sûr, une compression des cours, mais vous aurez, bien sûr, la version vidéo. Aujourd'hui, nous allons commencer par la perméabilité cellulaire. La perméabilité cellulaire, on a déjà entamé ce chapitre avant le confinement, et nous avons mis en évidence que cette perméabilité cellulaire consiste à mettre en relation la cellule, le milieu intracellulaire et le milieu extracellulaire. Et nous avons eu aussi l'occasion de mettre en évidence quels sont les concepts que doit mettre en évidence la membrane pour pouvoir faire des échanges entre un milieu intracellulaire et le milieu extracellulaire. La perméabilité cellulaire consiste à mettre en évidence la fluidité de la membrane et bien sûr le dynamisme de cette membrane. La fluidité et le dynamisme, c'est le passage des substances à travers la membrane. Sa composition est régie par des processus d'échange intra- et extracellulaire qui vont déterminer l'identité de la cellule. C'est-à-dire, selon la nature de la cellule, que nous allons mettre en évidence le passage des substances. Entre parenthèses, pour mes enfants, c'est que c'est actuellement, on est en train de parler de la pandémie, on est en train de parler du Covid-19, et là, le fait que le virus traverse la membrane, comme la membrane au niveau de l'appareil respiratoire de l'être humain, donc le fait de passer à travers cette membrane est considéré comme étant un phénomène de perméabilité cellulaire. Pour survivre ou assurer diverses fonctions, bien sûr biologiques et physiologiques de la cellule, la membrane doit assurer des échanges avec le milieu environnant. En même temps, elle doit récupérer tous les nutriments dont elle a besoin et éliminer les déchets. Les nutriments sont bénéfiques pour la croissance et le développement de la cellule, et les déchets, c'est les reliquats, c'est les résidus à travers lesquels la cellule doit se protéger pour les éliminer vers le milieu extracellulaire. Le mouvement des protéines au sein de la membrane. Au sein de la membrane, nous avons eu l'occasion de parler du mouvement des lipides. Et nous avons dit que le mouvement des lipides, soit des mouvements de rotation, soit des mouvements de flexion, mais aussi des mouvements de flip-flop. Nous avons dit rotation et flexion au sein de la même partie de la bicouche lipidique. Par contre, le flip-flop, ça bascule d'une couche à une autre. Au niveau des protéines, nous avons seulement deux types de mouvements qui sont possibles au niveau des protéines. Et au niveau des protéines, ces mouvements sont une diffusion latérale par, bien sûr, des expériences de fusion cellulaire. Et là, aussi, les protéines ne font pas de flip-flop, ne basculent pas d'une couche à une autre. Et c'est pour cette raison que la stabilité au sein des protéines, et nous avons eu aussi l'occasion de parler de la structure des protéines, nous avons dit qu'il y a des protéines de la face extérieure, on les a appelées extrinsèques. Nous avons des protéines de la face intérieure périphérique intrinsèques, et nous avons des protéines ancrées qu'on a appelées protéines transmembranaires proprement dites. C'est pour cette raison, quand on parle des protéines, des lipides, de la perméabilité, nous allons mettre en évidence une perméabilité sélective. C'est une des conditions physiologiques de la membrane. Cette perméabilité sélective, elle diffère bien sûr d'une substance à une autre. Et là, actuellement, on est en train de parler à l'échelle 10-12. On est en train de parler à l'échelle 10-12. Et là, excusez-moi, donc de l'échelle 10-12 jusqu'à, bien sûr, 1, ça nous permet de mettre en évidence non seulement
la structure de ces différents composés, mais aussi le temps de perméabilité de chaque substance. Et c'est pour cette raison, quand on a dit perméabilité sélective, il y a une sélection en fonction des composés, et cette perméabilité, elle est réduite quand il y a du Na+, du chlore, des ions, etc. Et la vitesse de diffusion jusqu'au gaz, elle est plus élevée. Là aussi, nous pourrons aussi mettre en évidence que dans la perméabilité, et nous l'avons déjà dit, qu'il y a un transport passif et un transport actif. Le transport passif, il est régi par le gradient de concentration. Le transport actif est aussi régi par le gradient de concentration. La différence entre les deux, le transport passif se fait avec le gradient de concentration du plus concentré vers le moins concentré, ne nécessite pas de l'énergie. Par contre, le transport actif, il se fait contre le gradient de concentration, mais il nécessite de l'énergie et entre parenthèses toujours d'origine métabolique. Donc là, ça nous donne une idée que dans le transport passif, comme on l'a dit, c'est dans le sens de gradient concentration, il va être divisé en deux phases. Une phase régie par une diffusion simple et une phase régie par une diffusion facilitée. Voilà le transport de petites molécules. Et là, nous allons mettre en évidence les molécules qui passent dans le sens du gradient de concentration. Et on a dit, c'est le transport passif tout court. Ce transport, bien sûr, est régi par certaines conditions. Parmi les conditions, nous avons premièrement les molécules hydrophobes, parce qu'on a dit qu'il y a une double couche. La partie extérieure, c'est une partie hydrophile. La partie centrale, c'est la partie hydrophobe. Et la partie intérieure est une partie hydrophile. C'est pour cette raison qu'on a appelé au début, on avait dit que cette membrane est formée par deux couches sombres et une couche claire. Maintenant, on dira directement c'est une double couche phospholipidique. La diffusion est simple. Le passage des différentes substances est régi par la nature des molécules. Bien sûr, la charge des molécules, absence de charge, ça veut dire sont des molécules apolaires. Et si la polarité, bien sûr, si elles sont polaires, elles doivent être de petite taille et par conséquent, ça sera la charge qui sera responsable de cette diffusion. Le transport à l'aide de protéines, c'est une diffusion toujours dans le sens du gradient de concentration, mais elle sera aidée par des protéines, mais qui ne nécessitent pas, bien sûr, de l'énergie. Donc là, si la molécule n'est pas chargée, seule la différence de concentration, comme on l'avait dit, c'est dans le sens du gradient de concentration. Là, je m'explique. Si la concentration est à l'extérieur, qui est plus grande que celle de l'intérieur, là, ça sera toujours une diffusion facilitée, faisant partie du transport passif, mais si la concentration à l'intérieur est supérieure à la concentration à l'extérieur, automatiquement, c'est le même concept, toujours du plus concentré vers le moins concentré. Voilà aussi, on a mis en évidence cette diffusion facilitée. Exemple, le glucose, c'est 6H12O6. Les acides aminés, qui sont issus de la dégradation des protéines, et les molécules chargées, comme les protons plus, le chlore, le sodium, le calcium, etc. Cette diffusion facilitée, elle peut aussi faire passer les molécules polaires de grande taille comme le glucose, comme les acides aminés, les molécules de petite taille, les molécules qui sont chargées. Le transport à l'aide des protéines
transmembranaire. Transmembranaire, ce sont les protéines qui occupent le corps de la membrane et qui se trouvent au sein de la double couche phospholipidique. Toujours dans le même concept, ça, on est dans le sens du gradient de concentration. Automatiquement, c'est un transport passif qui ne nécessite pas de l'énergie, mais qui se fait à l'aide, bien sûr, de protéines membranaires. C'est le même concept selon la concentration. Est-ce qu'elle est dans le milieu extracellulaire ou bien le milieu intracellulaire? Il existe d'autres types de transports. Et là, il peut y avoir des transports au niveau desquels le canal est ouvert en permanence. Et on dira, c'est une ouverture du canal, bien sûr, une ouverture continue, ou l'ouverture permanente du canal. Et là, l'ion passe directement. Il y a un autre moyen au niveau duquel on va retrouver le même passage de l'ion, sauf que ce passage se fera aider par un ligand. Quand le ligand arrive au niveau des protéines membranaires, il va être reçu, il va y avoir formation d'un complexe ligand-protéine. Ce complexe ligand-protéine va faire une rotation. Quand il va faire une rotation dans l'espace, il va libérer le passage du canal et par conséquent, il va permettre à l'ion de passer. Vous voyez, mes chers étudiants, que le passage des ions converge vers le même objectif. C'est le passage de l'ion. Sauf selon la disposition, la nature des protéines au sein de la membrane, que se fera la différence. Soit l'ouverture permanente, soit une fermeture par un ligand, fermeture par un récepteur membranaire, par une protéine, et par conséquent, le ligand, quand il arrive, il va former un complexe, il va faire une rotation, et il va permettre à l'ion de passer. Toujours dans le sens des gradients de concentration. Exemple, les canaux ioniques. Les canaux ioniques, ce sont des canaux formés par des protéines, soit des canaux au sodium, au potassium, au magnésium, au chlore. Et ça, ce sont des canaux qui vont laisser diffuser rapidement les ions à travers la membrane plasmique. Ils sont spécifiques d'un ou de plusieurs ions. C'est pour cela que la nature des protéines constitutives du canal, exemple, la calmoduline constitue le canal, c'est une protéine constitutive du canal qui va laisser passer les ions calcium. Et c'est pour cette raison, on a dit une spécificité au sein des canaux. Exemple 2, les canaux hydriques ou aquaporines. Hydrique eau, aqua eau. Donc, c'est des canaux qui permettent le passage rapide de l'eau à travers la membrane. Ce phénomène est appelé phénomène osmose. L'osmose, c'est quoi? C'est un mouvement passif qui se fait toujours du milieu le moins concentré vers le milieu le plus concentré. C'est pour cela, quand on a eu l'occasion de discuter sur les généralités de la membrane, on a dit un phénomène aussi d'osmose qui permet le passage des substances du milieu le moins concentré vers le milieu le plus concentré. La membrane trouve des issues, a des moyens. Pourquoi? Pour pouvoir faire passer les substances. Et là, vous voyez que ce sont des protéines qui se trouvent au sein de la membrane. On les appelle les protéines porteuses, ou bien porteurs, ou bien transporteurs. C'est une diffusion facilitée qui se fait toujours dans le sens du gradient de concentration, qui ne nécessite pas de l'énergie. Et par conséquent, ça, on dira, c'est le passage du milieu extracellulaire
vers le milieu intracellulaire. Donc l'état ping-pong. Ping-pong, c'est comme le tennis de table. Un va et vient. La balle, elle démarre de X, elle arrive à Y, et la réciproque est vraie. Vous voyez ici, passage, ici c'est fermé, la substance A, elle pénètre, elle retourne, et ainsi de suite. On l'appelle, bien sûr, phénomène de ping-pong. Donc, ce sont des protéines porteuses ou bien des transporteurs protéiques. Là, ils se lient aux solutés ou à la substance à transporter et le font passer, bien sûr, de l'autre côté de la membrane. De l'autre côté de la membrane, soit du milieu extérieur vers l'intérieur, soit de l'intérieur vers l'extérieur. Et par conséquent, toujours dans le sens du gradient de concentration, parce que c'est un transport passif dont le passage se fait par des protéines porteuses et qu'on appelle une diffusion facilitée. Et là, par ce changement de configuration, ping-pong. قدراني درت هكذا ما تقدرش خلي دوك نحكي معي هاي صح bon donc nous allons mettre une petite récapitulation au niveau de laquelle à l'extérieur nous avons le gradient de concentration. Donc, le plus concentré à l'extérieur, le moins concentré à l'intérieur. Donc, la diffusion simple, la diffusion facilitée, c'est le transport passif qui se fait avec le sens du gradient de concentration. Par contre, le transport actif, il se fait contre le gradient de concentration. Alors, nous pouvons remarquer qu'il existe des transports parallèles, des transports qui complètent les différents transports qu'on a cités tout à l'heure. Il existe ce qu'on appelle des co-transports. Yani ami, aide, partenaire. Un copilote, c'est celui qui aide le pilote. Un coéquipier, celui qui aide, bien sûr, exemple dans la course de voiture, le chauffeur, ou bien dans une équipe. Et ça, ici, nous avons différents types de protéines porteuses. Les différents types de protéines porteuses sont régis, sont représentés par différents types de transports. Nous avons un transport, ce qu'on appelle un transport protéine unipore. C'est-à-dire que protéine uniporteuse. OK. Ou bien unitransporteur. Nous avons diminué, au lieu de dire unitransporteur, nous avons dit uniporteur. Et non, au lieu de dire un unitransport, on va diminuer un diminutif unipore. L'unipore, c'est que ces protéines transportent une seule substance dans un seul sens, uni, un. Donc, une seule substance dans un seul sens, soit de l'extérieur vers l'intérieur, soit de l'intérieur vers l'extérieur. Donc, une seule substance dans un seul sens. Deuxièmement, des protéines cotransporteurs, voilà, elles transportent deux solidités. Maintenant, nous avons, au lieu que ça soit une substance, nous avons deux. Et vous allez me poser la question, monsieur, quand on a deux substances, est-ce que les deux substances vont dans le même sens, la même direction, ou bien de direction et de sens opposés? Et là, nous avons divisé, bien sûr, ce type de transport en deux parties. Soit, quand les deux substances, voilà, les deux solutés, passent dans le même sens, on l'appellera cotransport sympore. Sympore, c'est-à-dire que le diminutif, c'est sympore. Mais si je m'amuse à décortiquer le terme en entier, je dirais simple transport. Vous voyez, simple transport, nous l'avons diminué en sympore. Et le sympore, c'est quoi? C'est le passage
le transport de deux substances, soit du milieu extérieur vers l'intérieur, soit du milieu intracellulaire vers le milieu extracellulaire. Mais les deux substances vont dans le même sens. Maintenant, on a un autre type de cotransport, c'est le cotransport anti-transport. Anti. Contraire. Anti-transport. Et là, nous avons deux substances. Au lieu que les deux substances vont dans le même sens, ces dernières vont des sens opposés. C'est pour cela qu'on les a appelés anti-ports. Anti-transport. Voilà des exemples mettant en évidence différents types de transport. Ici, nous avons, quand on a une seule substance, moi je dirais c'est un uniport. Quand on a deux substances qui vont dans le même sens, exemple le glucose et les protons H+, je dirais c'est un simple transport ou bien c'est un simple port. Maintenant, nous avons deux substances, voilà, qui vont dans le sens opposé et par conséquent, nous avons le Na+, exemple, et soit le glucose, soit du H+, tout dépend, bien sûr, de la membrane qu'on a considérée. Et c'est pour cette raison que je vous donne un exemple pour mes enfants, que le passage des ions Na+, avec les ions iode dans la thyroïde, al-ghudda daraqiya, dans la thyroïde, pour qu'il y ait formation de T3 et T4, l'iode est aidé par le Na+. Dans les lysosomes, les lysosomes, dégradation, soma, corps. Dans les lysosomes, nous avons bien sûr le Na+, et le H+. Et là, nous avons le Na+, et le H+. Là aussi, c'est un exemple type de cotransport. Voilà, c'est une représentation schématique au niveau de laquelle on met en évidence différents types de transport, soit uniport, symport et antiport. Alors, on remarque, maintenant, au lieu de parler de ces différents types de transport, dans le transport actif, nous disposons aussi, voilà, au niveau du transport actif, nous disposons une façon, la cellule, la membrane, dispose d'une façon pour faire passer les substances. Et c'est toujours dans un gradient électrochimique, contre le gradient de concentration, et qui nécessite de l'énergie. Et là, c'est toujours en présence des protéines porteuses. Là, un petit récap, c'est le gradient de concentration, le gradient électrochimique, la diffusion simple, la diffusion facilitée et le transport actif. Voilà le transport actif par des transporteurs et qu'on a appelé les cotransports. Là, je mettrai un peu en évidence une petite récap au niveau de laquelle vous allez trouver des enzymes qui assurent le transport et le passage des différentes substances. Voilà, nous avons un transport actif primaire et un transport actif secondaire. Le transport actif primaire, c'est le transport actif classique. Ça veut dire que les substances, pour passer, se font aider par de l'énergie sous forme d'ATP. Et là, on mettra en évidence des protéines enzymatiques, des ATP phosphatases et des pompes. Exemple, l'ATP phosphatase des ions calcium, l'ATP phosphatase de la pompe natrium-kalium, on dit pompe ATP phosphatase Na+, K+, Na+, K+, c'est le sodium, potassium. Mais en réalité, le vrai nom, pourquoi on l'appelle Na+?
Alors qu'on dit sodium, sodium c'est en langue française. Mais la vraie dénomination du sodium et du potassium, c'est le kalium, le natrium et le kalium. C'est pour cela que quand vous allez faire un bilan sanguin, on ne va jamais vous demander la sodiémie ou la potassiémie, on va vous demander la natrémie et la kaliémie. Et le troisième type, ATP phosphatase, H+. Et là aussi, quand on parle de l'H+, c'est toujours la concentration des ions H+, de part et d'autre de la membrane, surtout au niveau des lysosomes. Le transport actif secondaire, ce n'est pas uniquement l'énergie au niveau par le biais de l'ATP, mais excusez-moi, c'est l'énergie en fonction du gradient, exemple du Na+. Ça veut dire que c'est l'énergie ionique. Et par conséquent, c'est un transport secondaire qui va mettre en évidence la présence de perméase de cotransport. Exemple, dans le simple transport, le sympore glucose Na+, l'antipore calcium Na+. Dans les deux cas, l'énergie ionique sera bien sûr mise en évidence par le Na+, dans les deux cas. Donc, c'est l'énergie dissipée par le gradient ionique du Na+, qui permet ce transport actif du glucose. Ce n'est pas l'énergie fournie par l'ATP ou bien l'énergie issue du métabolisme des différents composés. Donc, c'est un système de cotransport simple, mais l'énergie, elle provient de bien sûr, l'énergie dissipée par le gradient ionique du Na+. Il y a aussi le transport d'autres molécules. Ça veut dire que la membrane ne permet pas de transporter toutes les substances. C'est pour cela qu'on a défini au début de notre programme, on avait dit que la membrane a une perméabilité sélective. C'est une mosaïque fluide. Et elle présente une asymétrie chimique. Donc, ces trois éléments indispensables à l'activité membranaire, la membrane, il y a des molécules qu'elle n'arrive pas à transporter. Et par conséquent, elle va utiliser d'autres moyens. Endocytose, endo, intérieur, c'est la cytose, cellule, exo, extérieur. Et par conséquent, elle va utiliser ces deux phénomènes qui sont l'endocytose et l'exocytose. Et l'endocytose et l'exocytose, voilà. L'endocytose, on peut la diviser en général en deux parties, mais on peut rajouter un cas particulier, l'endocytose par les récepteurs membranaires. Alors, vous voyez ici, nous avons la phagocytose. Cette phagocytose, elle est divisée en plusieurs étapes. La première étape, c'est la reconnaissance de la membrane et de la bactérie ou du corps, ou bien du corps à phagocyter. 2, formation d'un complexe. 3, formation de pseudopodes. Pseudopodes. Pseudo, faux, pod, pied. Arjun, kadhiba. En terminale, vous avez eu l'occasion de connaître ça en arabe, et on vous a dit que la phagocytose, le bel'ama, tender, besh, avec des faux pieds. Arjun, kadhiba, pseudopode. En latin, podos, pied. Donc là, c'est la phagocytose, c'est ce qu'on appelle l'élimination, la pénétration des substances solides. En latin, phagos, manger, solide. Donc phagocytose, voilà, c'est un processus qui permet à une cellule d'englober et de digérer des substances bien sûr étrangères. Ces substances étrangères, quand elles sont solides, on dira phagocytose. Maintenant, quand elles sont liquides, on dira pinocytose. Pinos, c'est boire. Et boire, c'est liquide. Et le troisième type, c'est la même chose, sauf au lieu que ça soit une invagination de la membrane, nous aurons directement, bien sûr, la reconnaissance
de molécules par des récepteurs membranaires. Et à l'intérieur, nous avons la clatrine, nous y reviendrons. Et on a déjà aussi parlé de la structure de la clatrine. Donc vous voyez que l'endocytose, la pénétration des substances, elle se fait en général selon 3 processus bien définis. Phagocytose solide, pinocytose liquide, endocytose par récepteur membranaire. Voilà ce que je disais tout à l'heure. Exemple ici, la pinocytose, pinos, boire, liquide. Le liquide, il arrive, invagination de la membrane. 2, formation d'un puits. Voilà, c'est un puits. Les deux membranes ont tendance à se rapprocher. Elles se rapprochent jusqu'à la fusion. Donc, il va y avoir rapprochement des deux membranes, ensuite fusion, et en dernière étape, coupure, scission, élimination de cette membrane qui va donner la vacuole ou la vésicule, ou bien vésicule de pinocytose. Vésicule de pinocytose, donc c'est une vacuole qui contient un liquide. C'est pour cela qu'on a dit endocytose par pinocytose. Donc l'endocytose, je récapitule, est représentée par 2 phénomènes. Endocytose des substances solides, on l'appelle phagocytose. L'endocytose des substances liquides, on l'appelle pinocytose. Là, je disais tout à l'heure, je parlais de la synthèse des T3 et T4, c'est un exemple. Pourquoi? Pour mettre en évidence la perméabilité membranaire. Et là, permettez-moi d'ouvrir une petite parenthèse, et que vous aurez l'occasion de voir dans le module d'histologie en 2e année, la partie, le chapitre endocrino. Là, on va parler de la synthèse des T3 et T4. Tri et tétraiodure. Alors, au début, c'est quoi? Nous avons l'iode qui arrive avec le Na+, on a la tyrosine qui est un acide aminé, elle pénètre à l'intérieur de la cellule, elle va former ce qu'on appelle la thyroglobuline. La thyroglobuline sera libérée dans l'espace colloïdal. En présence des ions iode, on va former les T3 et T4. Ces derniers, sous forme de vésicules, vont retourner à l'intérieur de la cellule pour subir une division, une coupure, par le biais des lysosomes. Ensuite, libérer directement nos T3 et T4. Voilà aussi l'exemple qu'on a mis en évidence. L'exocytose, ça veut dire qu'au lieu que les substances pénètrent, endocytose, maintenant, l'exocytose, les substances vont sortir. Alors, vous voyez, s'il vous plaît, je fais un phénomène inverse. Excusez-moi, ça, c'est la fin, c'est la libération des substances. Je démarre de la fin, je dirais ça, c'est endocytose. Et je démarre du début à la fin, je dirais exocytose. Je m'explique. Voilà une substance, une vésicule, pardon, une vacuole. Et cette vésicule, je veux faire sortir, je vais éliminer les substances. Qu'est-ce qu'elle va faire? La première étape, elle va faire une migration. 1. 2. Un rapprochement. Je peux rajouter une autre étape ici, fusion. Au lieu d'avoir 2 membranes, la membrane plasmique et la membrane de la vésicule, j'aurai une seule membrane. Et la 3e étape, la dernière étape, la décharge. Donc la décharge, et là, je dirais migration, accolement, fusion, décharge. Et pourquoi j'ai dit tout à l'heure que l'endocytose et la phagocytose, et l'exocytose sont des phénomènes antagonistes. L'exo, elle fait sortir, donc on démarre d'une vacuole finie, on termine par des substances. Si je reviens, je fais le contraire. Donc je dirais les substances arrivent, formation de la vésicule, et migration de la vésicule vers l'intérieur de la cellule. Donc si je vais dans ce sens, je dirais exocytose. Si je vais dans le sens contraire, je dirais, bien sûr, endocytose, pinocytose ou phagocytose. Là aussi,
un autre exemple, et là j'ai pris la fente synaptique. La fente synaptique, ça veut dire que l'acétylcholine qui se trouve dans les vésicules synaptiques, et par conséquent, cette acétylcholine qui se trouve dans les vésicules synaptiques, il va migrer vers la membrane présynaptique, il va être libéré, et quand il sera libéré, il sera reçu par la membrane postsynaptique, par les récepteurs de l'acétylcholine au niveau de la membrane postsynaptique. Donc, et ensuite, intervention de l'acétylcholine estérase qui va hydrolyser l'acétylcholine en choline et acétate, et les canaux sodium vont s'ouvrir et l'influx nerveux continue son chemin. Donc, c'est la physiologie cellulaire proprement dite. C'est pour cela que si je vais encore un peu plus loin, je vais plus haut, je dirais le calcium, il entre à l'intérieur de la terminaison nerveuse, il permet la migration des vésicules synaptiques et la suite jusqu'à la réception de la choline, de l'acétylcholine par les récepteurs de la membrane postsynaptique, hydrolysés par l'acétylcholine estérase, et ils seront réabsorbés par la membrane présynaptique. Là, c'est la transmission d'un message hormonal par un second messager. Ça, c'est un peu plus compliqué, mais c'est facile à suivre. Alors, essayez de suivre avec moi, étape par étape. Et là, d'ores et déjà, je vous fais une récap avant de commencer les différentes étapes. Et par conséquent, nous avons l'hormone. Et cette hormone qui est là, elle a un message à transmettre. Donc, une fois que ce message arrive au niveau de la membrane, il sera transmis à la fin du cycle, je dirais un cycle. Donc, vous voyez que de cette première étape à cette dernière étape, il va y avoir des sous-étapes. Et par conséquent, il faut suivre étape par étape. Nous avons un récepteur membranaire, mustaqbilat rijal, qui vont recevoir des substances. La première condition sine qua non, chart l'awwal, c'est quoi? C'est que cette hormone soit reconnue par les récepteurs. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va avoir complexe hormone-récepteur. 1. 2. Une protéine G va arriver, qui goûte hormone. J'ai dit hormone, ça peut être n'importe quelle substance, un ligand. La protéine G arrive, voilà. Quand elle arrive, il va y avoir formation d'un complexe A3, un trio. 1. L'hormone. 2. Le récepteur. 3. La protéine G. Murakkab, un complexe formé par l'hormone, le récepteur et la protéine G. Qu'est-ce qui se passe ici? Cette hormone qui est reçue par le récepteur membranaire, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va activer la protéine G. Une fois que la protéine G arrive, elle continue son chemin. Le récepteur, l'hormone a accompli son rôle. Le récepteur, il a accompli son rôle puisqu'il a reçu l'hormone. Et ils ont activé la protéine G. La deuxième étape, c'est quoi? Nous avons maintenant une protéine G activée. Quand on dit protéine G activée, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'elle contient l'information de l'hormone. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va transmettre cette information à l'adénylate cyclase. À l'adénylate cyclase. Donc, le complexe hormone, récepteur, ça y est, on n'en parle plus. Maintenant, on parle de la protéine G avec l'adénylate cyclase. Il va y avoir un complexe formé par quoi? Formé par l'adénylate cyclase et la protéine G.
Ça veut dire que la protéine G, elle va activer la dénylate cyclase. Quand elle va activer la dénylate cyclase, tout en ayant l'information contenue dans l'hormone. Donc l'information transmise par l'hormone, par le biais du transporteur, du récepteur membranaire, pardon, à la protéine G, qui est devenue protéine G activée. Cette protéine G qui a formé un complexe avec la dénylate cyclase, elle va transmettre cette information à quoi? À l'hydrolyse de l'ATP en AMP cyclique. Donc cette information, après hydrolyse de l'ATP en AMP cyclique, cette information de l'hormone transportée par le biais de la protéine G sera transportée par la dénylate cyclase à l'AMP cyclique pour pouvoir transporter cette information à l'intérieur de la cellule. C'est pour cela qu'on dira que l'information de l'hormone, si vous voulez, c'est le premier transporteur, il transporte l'information. Par contre, le premier messager, c'est la protéine G, c'est elle qui a véhiculé le message de l'hormone vers la dénylate cyclase. Le deuxième messager, c'est l'AMP cyclique qui a véhiculé l'information de la dénylate cyclase, de la dénylate cyclase vers l'AMP cyclique, vers l'intérieur de la cellule. Est-ce que vous avez compris? Sinon, je vais faire une récap. Éventuellement, si vous avez des questions ou si vous aurez des questions, vous les préparez, vous les envoyez au délégué, et le délégué, Ayman, il va me les envoyer et je vais faire encore une vidéo au niveau de laquelle je vais réexpliquer, bien sûr, tous ces phénomènes. Donc, je récapitule, excusez-moi, en 2 secondes. L'hormone, c'est l'information. Le récepteur, c'est le moyen de reconnaissance de l'information. La protéine G, elle s'est activée par l'information contenue dans l'hormone. Elle a continué son chemin vers la dénylate cyclase. Il y a eu formation protéine G à dénylate cyclase. Et par conséquent, il y a eu passage de cette information par le biais de la protéine G, la dénylate cyclase, vers l'intérieur de la cellule par le biais de l'AMP cyclique. Et ça, c'est un transport indirect. Vous voyez que toutes les étapes par lesquelles est passée l'information contenue dans les hormones pour pouvoir passer à l'intérieur de la cellule. Il peut y avoir un transport direct et là, de l'extérieur, directement vers l'intérieur de la cellule en éliminant toutes les autres étapes. Et je vous remercie pour votre attention et au prochain cours.